Nous n'avions pas parlé depuis 1 an. Soudain, mon père m'a écrit, « Oublions nos griefs, viens dîner ». Je suis venu. Il y a eu des larmes, des rires, des câlins. « Tu nous manques », a dit ma sœur, Ellie. Puis j'ai accidentellement ouvert leur conversation familiale. D'accord, il m'a cru, la prochaine étape est de réenregistrer la maison, ai-je lu. J'ai souri et je n'ai rien dit. 3 semaines plus tard, le karma a frappé fort. Ils m'ont supplié sans cesse, aide-nous s'il te plaît. Nous n'avions pas parlé depuis plus d'1 an, pas de texto, pas d'anniversaire, pas de jour férié. Le silence a commencé après que j'ai acheté la maison. C'était une maison de 4 chambres juste à l'extérieur de Charlotte, ma première vraie maison après des années de dur labeur. Je n'ai demandé d'aide à personne, je ne leur en ai même pas parlé au début. Je gardais mes distances, surtout avec ma mère. Elle pouvait être intense, contrôlante, le genre de personne qui se souvenait de tout ce qu'elle faisait pour vous et s'attendait à ce que tout soit remboursé avec intérêt. Dès qu'elle a appris la maison, elle a supposé que cela signifiait que j'allais enfin réunir la famille. Elle a appelé ça une bénédiction pour tout le monde. Je lui ai dit que c'était à moi, que j'en avais besoin pour moi-même. Cela ne s'est pas bien passé. Des choses ont été dites. Elle m'a dit que j'étais égoïste. Mon père l'a soutenu. Ellie n'a pas beaucoup parlé, mais elle ne m'a pas défendu non plus. Et comme ça, j'étais parti, je les ai coupés au non pas par haine, mais parce que j'avais besoin de paix. Puis, de nulle part, presque exactement 1 an plus tard, mon père a envoyé un texto, « Oublions nos griefs, viens dîner ». Pas d'émoji, pas de culpabilisation, juste ça. Je l'ai regardé longtemps. Je n'y faisais pas confiance, mais je me suis présenté quand même. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi manquait quelque chose, ou peut-être que je voulais juste voir ce qu'il voulait vraiment. Quand je suis arrivé devant la vieille maison, rien n'avait changé, la même peinture qui s'écaillait du porche, le même rosier mort près des marches. Mais à l'intérieur, c'était comme entrer dans un souvenir. Mon père m'a serré dans ses bras juste à la porte. Ellie a couru, m'a serré comme si elle ne m'avait pas vu depuis 10 ans. Même ma mère, qui avait dit un jour que je tournais le dos à tout ce qui comptait, a souri et m'a embrassé la joue. Le dîner était déjà sur la table, poulet, macaroni au fromage, haricots verts, le repas exact qu'elle préparait toujours quand elle voulait quelque chose. J'ai remarqué que nous nous sommes assis, nous avons mangé, nous avons parlé comme si aucun d'entre nous n'avait lancé de grenade verbale il y a 1 an. Ils ont ri à mes histoires. Mon père a posé des questions sur la maison, comment je m'installais, quel genre de voisin j'avais. Ellie a dit qu'elle voulait rendre visite bientôt. Ma mère a fait de petits commentaires sur le fait que cette famille appartient ensemble et que les grandes maisons ne devraient pas rester vides. J'ai joué le jeu, j'ai souri, j'ai hoché la tête. Quand je me suis levé pour aller aux toilettes, j'ai remarqué que mon téléphone s'était automatiquement connecté à leur Wi-Fi. Je n'y étais pas allé depuis 1 an, mais les paramètres étaient toujours enregistrés. J'ai ouvert WhatsApp, j'ai vérifié un message d'un ami, et puis je suis tombé sur autre chose, leur conversation familiale de groupe, pas celle avec moi, celle sans moi. Elle était ouverte. Peut-être qu'Ellie avait utilisé mon téléphone une fois et qu'il était resté connecté, peut-être que c'était un bug. Quoi qu'il en soit, j'étais dedans. Je n'avais même pas besoin de faire défiler beaucoup. D'accord, il m'a cru, la prochaine étape est de réenregistrer la maison, j'ai continué à lire. Il y avait des messages des 3, complotants, discutant de la façon de me ramollir, de la façon d'entrer. Ma mère a même plaisanté sur le fait que je pouvais être crédule. Cette partie a été plus dure que je ne le pensais. Je suis resté assis là, téléphone à la main, à regarder le fil. Il me manquait, c'est sûr, mais pas parce qu'il m'aimait. Il manquait l'idée d'espace libre, de s'emparer de quelque chose qu'il n'avait pas gagné. Le dîner, les câlins, la fausse paix, tout cela faisait partie d'un plan. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à la table, j'ai souri, j'ai aidé à débarrasser la vaisselle, je les ai serrés dans mes bras une dernière fois à la porte. Je n'ai rien dit de ce que j'avais vu, mais dans ma tête, quelque chose avait déjà cliqué. S'ils voulaient un jeu, je pouvais jouer aussi mais pas celui auquel ils pensaient. Après avoir vu ce message dans leur conversation familiale, je n'ai confronté personne. Cela aurait été trop facile pour eux. Je me suis dit que s'ils planifiaient quelque chose d'aussi complexe, ils s'attendaient à une réaction, ils comptaient probablement même là-dessus ou une confrontation, une dispute, peut-être même une autre explosion qu'ils pourraient tordre et utiliser contre moi plus tard. Alors je leur ai donné le contraire.
J'ai envoyé un texto à Ellie le lendemain matin, lui disant que le dîner était excellent, que j'étais content que nous nous reconnections. Elle a répondu instantanément, disant qu'elle venait juste de dire à maman combien elle était heureuse que je sois venu. Puis elle a demandé si j'accepterais de passer le week-end prochain pour aider papa à déplacer un vieux canapé. J'ai dit, bien sûr. Puis j'ai proposé autre chose, lui disant que peut-être la prochaine fois, il pourrait venir chez moi. J'ai dit que je ferais quelque chose de bon. Sa réponse est arrivée si vite que je me suis demandé si elle attendait au téléphone, OMG oui. Ta cuisine me manque lol. Maman a dit, ta maison est magnifique. Ce week-end-là, je les ai laissés entrer tous les trois. Ma mère est passée par la porte d'entrée comme si elle était chez elle. Ses yeux ont balayé chaque coin, chaque meuble, chaque couleur de mur. Elle n'a même pas essayé d'être subtile. Je l'ai surprise en train d'ouvrir les placards, de vérifier les armoires, même en posant des questions comme « Pourquoi as-tu acheté cette table ?» Mais ce qu'elle faisait, c'était évaluer les lieux. Mon père a complimenté l'aménagement, disant des choses comme « Ce serait parfait pour les soirées jeux de famille ». Il s'est assis sur le canapé comme si c'était déjà le sien. Ellie a pris des photos, disant qu'elle voulait s'en souvenir. Puis elle m'a demandé si la chambre d'amis était déjà aménagée. J'ai dit que oui, je l'ai même laissé y jeter un coup d'œil. C'est là que le jeu a vraiment commencé. Au cours des 3 semaines suivantes, ils sont venus souvent d'abord juste pour déjeuner, puis pour dîner. Puis ils ont commencé à arriver avec de petites choses, un sac d'épicerie, une boîte à outils, même des coussins que ma mère a dit qui iraient bien avec la couleur du canapé. Je l'ai laissé faire, j'ai souri, je leur ai donné du café, j'ai joué le fils pardonneur. Ils ont commencé à me parler comme si je redevenais lentement partie de leur plan. Ma mère a dit des choses comme « C'est si bon d'avoir la famille réunie ». Mon père a posé des questions sur les serrures, si j'avais déjà pensé à les changer juste pour être en sécurité. Ellie a dit que sa chambre à la maison lui semblait trop petite maintenant et a plaisanté en disant que ma chambre d'amis l'appelait. J'ai continué à faire semblant de ne pas comprendre le sous-texte. Puis la conversation a changé. Un après-midi, mon père a mentionné qu'avec l'incertitude de l'économie, je devrais peut-être penser à sécuriser la maison à long terme. Il a évoqué l'idée d'une fiducie, disant que placer la propriété dans une fiducie familiale protégerait tout le monde. Ma mère a immédiatement sauté dessus, disant qu'une fiducie ferait également en sorte que personne n'essaie jamais de me prendre la maison. J'ai hoché lentement la tête, comme si j'y réfléchissais. Plus tard dans la soirée, j'ai cherché tous les scénarios juridiques qu'ils pouvaient essayer d'exploiter. J'avais déjà un avocat à un ami d'université qui me devait une faveur. Elle a expliqué exactement ce qu'ils essayaient probablement de faire. Première étape, établir une résidence en recevant du courrier, en laissant des effets personnels et en se rendant visible dans le voisinage. Deuxième étape, proposer de constituer une fiducie familiale ou de me faire signer un partage de propriété sous prétexte de protéger la maison. Troisième étape, une fois dans le système, faire des démarches juridiques, des réclamations, des litiges. Si cela devenait suffisamment compliqué, je perdrais le contrôle de la maison ou je serais coincé au tribunal pendant des années. Ils avaient étudié cela, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je les étudiais aussi chaque visite, chaque commentaire, chaque objet qu'ils apportaient. Je l'ai enregistré, j'ai pris des photos, j'ai sauvegardé les messages, j'ai enregistré leurs suggestions, leurs blagues sur qui prendrait quelle chambre, même le moment où ma mère a mentionné qu'elle pourrait transférer une partie de leur courrier à mon adresse juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. J'ai accepté, je lui ai dit que c'était logique, je lui ai remis un formulaire que j'avais imprimé à partir d'un faux modèle de changement d'adresse USPS que j'avais trouvé en ligne, je lui ai dit de le remplir et que je le posterais. Elle a souri, m'a appelé un « bon garçon », elle a vraiment dit ça. Je ne l'ai jamais posté. J'ai gardé ce formulaire dans un dossier avec tout le reste. Au bout de 3 semaines, il vivait presque chez moi pas à plein temps, mais suffisamment. Ellie est restée 2 fois. Mon père a apporté son ancienne chaîne stéréo et l'a installée juste pour le plaisir. Ma mère a rempli une de mes armoires avec ses vitamines et son thé. J'ai observé chaque mouvement comme un échiquier. Puis, comme je m'y attendais, est venue la proposition finale. Mon père m'a fait asseoir sur un ton sérieux, a dit qu'ils avaient parlé, que peut-être la maison devait être au nom de nous tous, vous savez, au cas où quelque chose arriverait. Il l'a dit comme si c'était une faveur pour moi. J'ai fait semblant d'être surpris, puis reconnaissant, je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je savais déjà ce que j'allais faire. Après cette conversation, je leur ai dit que je parlerais à quelqu'un des papiers.
Je leur ai donné juste assez d'espoir pour les garder en haleine, pensant que le hameçon était posé. Ils ne se rendaient pas compte que j'avais 2 coups d'avance depuis le début. Ce soir-là, j'ai imprimé un faux contrat de copropriété au complètement bidon, juste quelque chose qui avait l'air assez officiel pour obtenir une réaction. Je l'ai laissé sur ma table basse, partiellement rempli. Je me suis assuré qu'il était visible. La prochaine fois qu'ils sont venus, ça n'a pas pris longtemps. Ma mère l'a repéré avant même de s'asseoir. Elle n'a rien dit au début, mais je pouvais voir ses yeux se fixer dessus pendant qu'elle versait son thé. Quand elle a pensé que je ne regardais pas, elle l'a pris, l'a étudié. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. 1 minute plus tard, elle a demandé si j'avais besoin d'aide pour comprendre le document juridique. Je lui ai dit que je m'en occupais. Le même soir, mon père a évoqué les services publics, disant qu'il pourrait peut-être commencer à payer une petite part pour alléger mon fardeau. Ellie a mentionné qu'elle avait trouvé un joli tapis pour sa chambre et a demandé si elle pouvait le commander. Ils accéléraient. Je les laissais faire. Puis j'ai fait mon propre mouvement. J'ai commencé à appeler des entrepreneurs à haute voix en mode haut-parleur, parlant d'installer des caméras de surveillance autour de la maison, d'améliorer le système de sécurité, d'ajouter des capteurs de mouvement. Ma mère a dit que cela semblait paranoïaque, a demandé ce qui m'inquiétait. J'ai souri et j'ai dit, « Oh, vous savez, au cas où quelque chose arriverait. » Quelques jours plus tard, j'ai poussé plus loin, je leur ai dit que j'avais besoin de leur nom complet et de leur date de naissance pour les papiers de la fiducie. Ils me les ont donnés instantanément, comme s'ils attendaient ce moment. Je leur ai dit que cela prendrait environ 1 semaine, et après cela, je prendrai rendez-vous avec un notaire pour une réunion familiale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec mon avocate. Je lui ai donné toutes les photos, tous les enregistrements, tous les emails et les messages. Elle a tout documenté, créé un calendrier. Elle a même vérifié leur nom pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Il s'avère que mon père s'était déjà renseigné sur les voies légales il y a des mois pour les litiges de propriété familiale. Ils étaient pleinement investis, mais je ne déposais rien, je regardais juste. Puis j'ai arrêté de répondre pendant quelques jours. Ellie m'a envoyé 3 textos. Ma mère a appelé 2 fois. Mon père a finalement envoyé un message disant « Ne perdons pas de vitesse, nous y sommes presque ». J'ai attendu 24 heures et j'ai répondu « Je sais ». Puis j'ai envoyé un texto de masse les invitant à la maison dimanche, leur disant qu'il était temps de finaliser tout, disant que j'avais des papiers prêts et que j'avais besoin de signatures. J'ai même dit que je ferais à manger. Ils sont arrivés exactement à l'heure. Ma mère avait un gâteau. Ellie a apporté son ordinateur portable. Mon père portait une chemise à boutons comme s'il allait à un entretien d'embauche. Je les ai fait asseoir tous dans le salon, puis j'ai sorti les papiers. Ce n'étaient pas des formulaires de fiducie, c'étaient des copies de la conversation que j'avais vue chaque message imprimé et surligné. Je les ai étalés lentement, page après page, comme un croupier avec une main gagnante. Au début, personne n'a rien dit. Ma mère a été la première à parler, disant que je prenais les choses trop au sérieux, que c'était juste une blague, juste un malentendu. Ellie est restée silencieuse. Mon père a demandé comment j'avais obtenu les messages. Je n'ai pas répondu. Je leur ai dit ce que j'avais fait, que je le savais depuis le début, que j'avais tout enregistré, qu'aucune de leurs actions ne m'avait pris au dépourvu. Puis j'ai lâché la dernière pièce, l'avocate, le rapport complet, les preuves, l'intention, la fraude potentielle. Je leur ai dit que je n'allais pas à la police pas encore mais qu'ils devaient quitter ma maison maintenant et ne plus jamais revenir. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a demandé si nous pouvions parler en homme. Ellie avait l'air sous le choc. Je me suis levé, je leur ai dit que j'étais déçu pas en colère, pas même surpris juste fini. Et tandis qu'ils étaient là, essayant de trouver quoi dire ensuite, je leur ai dit la dernière chose, remerciez-moi de ne pas porter plainte. Et pour mémoire, je ne vous dois rien plus maintenant. Ils sont partis sans un autre mot. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et cette fois, je savais qu'ils ne reviendraient pas. Après leur départ, je n'ai rien entendu d'eux pendant 1 semaine entière. C'était le plus calme que mon téléphone ait été depuis des mois, pas de texto, pas d'appel, pas de visite surprise. Le silence était propre. Je m'attendais à ce que ma mère revienne en tempête, essayant de se frayer un chemin vers le terrain moral élevé. Elle ne l'a pas fait. Peut-être était-elle trop abasourdie, peut-être avait-elle honte, probablement pas cependant, sa honte ne durait jamais. Mais ensuite, comme prévu, le dénouement a commencé.
Ellie m'a envoyé un message en premier, tard dans la nuit. Je ne savais pas tout, je pensais juste qu'il s'agissait de nous reconnecter. Je le jure. Je n'ai pas répondu. Puis est venu l'appel de mon père. Il a laissé un message vocal, ce qu'il ne fait jamais, disant que les choses avaient été mal comprises, que je serais toujours son fils quoi qu'il arrive, et que toute cette histoire n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Il avait l'air fatigué, désespéré. 2 jours plus tard, ils ont commencé à se présenter à la grille. D'abord, il n'y avait que mon père, il a attendu près du trottoir pendant près d'1 heure, faisant semblant de parler au téléphone, puis il est parti. Le lendemain, c'était Ellie, elle se tenait là avec un sac en papier à la main. Je l'ai regardée à travers les stores pendant qu'elle le posait par terre et s'éloignait. Je ne l'ai pas ouvert, plus tard, je l'ai jeté à la poubelle sans vérifier ce qu'il contenait. À la fin de la semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Il s'est avéré que c'était ma mère, qui appelait depuis le téléphone d'un ami. Elle a dit qu'elle devait parler, que tout s'effondrait, que le propriétaire de leur logement leur avait donné un préavis, ils étaient en retard sur leur loyer et maintenant il les expulsait. Nous pensions que tu aiderais. Je lui ai demandé pourquoi il pensait que j'aiderais après tout. Elle a hésité, a dit quelque chose sur le fait que le sang est plus épais que l'eau. J'ai raccroché. C'est là que les supplications ont vraiment commencé, au texto après texto de tous les trois, promesses, excuses. Mon père a dit qu'il signerait tout ce que je voulais, juste s'il vous plaît, laissez-les rester jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit. Ellie a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Ma mère m'a envoyé un message vocal, pleurant, divagant, disant qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais abandonné ma propre famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à la conversation de groupe qu'ils ont créée juste pour moi, je vous ai prévenu de ne pas me pousser. Vous avez pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Maintenant, vous verrez ce que le silence ressent. J'ai bloqué le groupe juste après ça. Ce week-end-là, j'ai pris les papiers de mon avocate, le dossier entier, et je les ai mis dans une boîte de sécurité, au cas où, non pas parce que je prévoyais de porter plainte, mais je voulais avoir l'option. La nouvelle s'est répandue. Un cousin m'a envoyé un message en disant qu'il avait entendu dire que j'avais coupé les ponts avec toute ma famille. Je lui ai dit de ne pas croire tout ce qu'il entend, mais je ne l'ai pas nié. La vérité, c'est que je ne me sentais pas coupable, je me sentais clair, et ils se défaisaient sans mon aide. Chaque fois qu'ils essayaient de manipuler quelqu'un d'autre, cela se retournait contre eux. Ma mère a appelé un ami de la famille pour demander un prêt, la femme lui a dit qu'elle devait me demander. Mon père a essayé de parler à un ancien collègue de rester chez lui, il a été refusé. Ellie a passé un moment chez une amie d'université, mais même cela n'a pas duré. Le karma n'a pas attendu longtemps, il a frappé vite, et le truc, c'est que je n'ai pas bougé le petit doigt. Il s'effondrait tout seul. 3 semaines après ce dernier message, je rentrais du travail quand je les ai vus, mes parents se tenant debout devant la grille, sans voiture, juste debout comme des statues, ne sachant pas s'ils m'attendaient ou s'ils ne savaient pas où aller ailleurs. J'ai ralenti, j'ai établi un contact visuel, puis j'ai roulé directement devant eux. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas fait signe. Au moment où je me suis garé et que j'ai regardé par la fenêtre, ils étaient partis. Ce soir-là, Ellie a appelé d'un numéro différent. J'ai répondu, surtout par curiosité. Elle a demandé si j'allais juste écouter une seconde, a dit qu'elle n'appelait pas pour défendre personne, elle voulait juste que je sache ce qui se passait. Apparemment, après que je les ai mis dehors, ils ont tout essayé. Maman a appelé des parents à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, se peignant comme la victime, la plupart n'ont pas mordu. Papa a vendu quelque chose du garage, a gratté assez pour couvrir une partie du loyer, mais il était trop tard, l'avis d'expulsion avait déjà été signifié. Ellie a emménagé chez une amie d'université, mais son amie avait des règles, pas d'invités, pas de famille pour la nuit, pas de drame, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas aider maman et papa. Elle ne m'a pas demandé d'argent, elle m'a demandé de juste parler à maman. J'ai dit que j'y réfléchirais, puis j'ai raccroché. Je n'y ai pas pensé. Ce que j'ai fait à la place, c'est que je suis allé à leur vieille maison le lendemain matin, juste pour la voir vide, des sacs poubelles empilés sur le trottoir, les fenêtres nues, pas de rideaux, pas de vie. C'était surréaliste. Il y a 1 an, j'aurais tout fait pour avoir l'impression que nous étions à nouveau une famille. Il y a quelques semaines, je suis entré dans cette maison et j'ai pensé que je l'avais. Maintenant, c'était une coquille, tout comme leur version de l'amour. Quand je suis revenu, j'ai trouvé une enveloppe collée à ma porte d'entrée, au pas de nom, pas d'adresse, juste collée au centre comme une note d'un fantôme.
À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de ma mère, des pages et des pages de tout, des excuses, des reproches, des supplications, une réécriture de l'histoire. Elle a dit qu'ils n'avaient poussé si fort que parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils se sentaient laissés pour compte, parce qu'ils étaient désespérés. Elle a terminé par une seule phrase, « Nous avions tort, mais nous sommes toujours ta famille. » J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai jetée dans un tiroir que je n'ouvre jamais. Et je n'ai pas répondu, car maintenant je voyais ce que c'était, pas de culpabilité, pas de clarté, juste une autre stratégie, une autre tentative de contrôle. Quelques jours plus tard, Ellie m'a envoyé un message à nouveau. Cette fois, le ton était différent, je ne savais pas que ça irait si loin, je pensais que c'était juste un moyen de nous rapprocher à nouveau, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Je n'ai pas répondu. Ma mère et mon père allaient encore plus mal, beaucoup plus mal. Un voisin de leur ancienne rue m'a dit qu'ils avaient essayé d'emménager dans une caravane délabrée dans une ville voisine, mais qu'ils n'avaient même pas réussi à réunir la compte. Mon père a vendu le dernier jeu d'outils décent qu'il avait pour payer le loyer. Ma mère a commencé à appeler des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années ou des gens qu'elle se moquait et essayant d'emprunter quelques centaines à la fois. Personne n'a aidé. Ils ont commencé à se présenter dans les sous-sols des églises et les files d'attente des banques alimentaires, des endroits qu'ils appelaient pour les personnes qui ne travaillent pas assez dur, le genre de personnes qu'ils jugeaient à haute voix en public. Ils sont devenus ces personnes, et je n'ai rien ressenti, car ce n'était pas un conte de fées karmiques, c'était juste la fin qu'ils avaient écrite eux-mêmes. Quand vous traitez quelqu'un comme un compte bancaire, ne soyez pas surpris lorsque les fonds s'épuisent. Je n'ai jamais voulu me venger, je voulais juste la paix. Je l'ai eue. J'ai gardé la maison, j'ai changé les serrures, j'ai installé de nouvelles caméras, j'ai déposé une notification juridique auprès de mon avocate indiquant qu'ils n'étaient plus les bienvenus sur la propriété, et s'ils se présentaient à nouveau, ils seraient considérés comme des intrus. J'ai même fait rédiger un document officiel décrivant le calendrier de leurs actions, au cas où j'aurais besoin de le remettre à un juge. Parfois, on me demande pourquoi je n'ai pas simplement laissé tomber. La vérité ? Je l'ai fait. Mais laisser tomber ne signifie pas oublier, cela signifie reconnaître le moment où vous cessez de devoir votre silence aux gens. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je plie, que je pardonne, que je joue le beau-fils pour toujours. Ils n'ont jamais imaginé que je m'éloignerais sans regarder en arrière, mais je l'ai fait. Et le dernier cadeau que je leur ai fait, c'est le silence. Je pense que ça a fait plus mal que tout ce que j'aurais pu faire.